dans cette optique-là, hein, essayer de donner des garanties à Karl Anthony Towns qu'il sera bien entouré. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vers cela que les Timberwolves se concentrent un petit peu. Parce qu'il y a eu des rumeurs, il y a eu des rumeurs de trade sur Kat et les Timberwolves ont vivement réagi en indiquant qu'ils allaient tout faire pour le garder. Donc, j'essaie un peu de me mettre à leur place. Mais de vous à moi, ils n'ont pas trop le choix parce que c'est pas sur Wiggins que tu vas construire une franchise. Towns a plus de garanties, mais Towns, comment l'entourer? Parce que Wiggins, bon après, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais la monnaie pour attirer. Ce serait très bien d'avoir D'Angelo en 1, Wiggins en 3, Towns en 5. Il faut juste, surtout qu'ils ont des gardes quand même, hein. C'est pas comme s'ils n'ont pas d'autres gens, hein. Ils ont une équipe qui a causé des réels problèmes à toutes les franchises pendant leurs blessures. Ils ont même gagné des matchs surprises, hein, avec des Napier, Culver. Ils ont des gardes très solides, Covington. Mais je me demande, ils vont proposer quoi pour avoir D'Angelo Russell? C'est ça le problème. Parce que la meilleure proposition étant, si on y réfléchit, le meilleur besoin des Warriors, c'est le 5. Sauf qu'il veut construire sur le 5 qui est Towns. Maintenant, les Warriors, l'année dernière, comme ils disent tous, au final, en ayant une belle équipe, il leur fallait un poste. Donc, Kevin Durant, comme on l'a vu en finale, même avec un poste 3 qui met juste 20 points de moyenne, il pouvait rêver de battre les Raptors. Il leur a manqué 20 points de moyenne constant. Est-ce que Wiggins, mentalement, peut être ce poste 3? Dans les points, oui, puisqu'il peut tourner à 20 points. Mais est-ce qu'il peut défendre? Est-ce qu'il peut affronter la popularité, la médiatisation? Moi, je vous mets une pièce ici aujourd'hui que sans certitude, Golden State Warriors va poursuivre Brandon Ingram. Personne n'y pense, mais je vous le dis. En tout cas, pour ce qui est des rumeurs de transfert, celui que toutes les franchises souhaitent, celui qui est dans l'œil de mire des grosses franchises NBA et qui avec de fortes possibilités de départ. En tout cas, le point chaud de ces rumeurs de transfert, c'est Robert Covington. Hein. Robert Covington, pratiquement toutes les équipes souhaitent s'attacher les services de ce joueur. En passant des Rockets de Houston aux Mavericks Dallas ou encore aux Sixers de Philadelphie, le téléphone des Timberwolves du Minnesota vibre pratiquement tous les jours pour ce joueur, Robert Covington, qui avait signé un contrat de 25 millions de dollars pour les deux prochaines, pour 2 saisons. Robert Covington, il n'y a pas encore de détails pour son départ, mais c'est très très chaud. En tout cas, c'est le nom qui résonne le plus dans ces rumeurs de transfert pour l'instant. Tu voulais réagir? Imagine un peu pour les Sixers. Imagine quand même, ils s'avouent avoir fait une bêtise, c'est-à-dire clairement. Ils l'ont laissé partir. Maintenant, ils veulent le récupérer. Ils se disent clairement, on a merdé. Et parce que là, c'est dire ouvertement à leurs supporters, on a peut-être fait une bêtise là. Mais après, c'était pas une grosse bêtise parce que c'était pour Jimmy Butler. C'était pas une grosse bêtise parce que c'était pour Jimmy Butler puisque les autres ont réclamé quelque chose. Il faut nommer l'accusé, hein, c'est Elton Brand. Oui, voilà, mais oui, quand je dis les Sixers, faut citer les contemporains. Oui, effectivement. Maintenant, le pauvre Elton Brand, le truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est que on peut lui reprocher d'avoir fait une équipe pour gagner, parce qu'il était dans un process, et ce trade pour amener Butler, vous vous rappelez, on en parlait l'année dernière, ils avaient décidé, on veut le titre maintenant. On veut plus faire le process pendant 2-3 ans. Dès qu'ils ont fait ce trade, parce que Saric était aussi un jeune et très important joueur en 4, ils ont aussi débarrassé, il y avait Okafor, il y avait Covington qui est aussi jeune. Ils annonçaient clairement, on ne veut plus attendre, on est prêt pour maintenant. C'est peut-être là l'erreur, j'en sais rien, mais
Ils n'avaient pas prévu prendre Butler qui a que 4 mois à vivre avec eux et après faire une décision de partir gratuitement. C'était le titre ou rien. C'était, voilà, il a mis all-in, ça n'a pas marché. C'est pas de la faute à lui, mais c'était ça le risque. Et maintenant, si Butler restait, la décision tout le monde aurait été un génie. Et Butler a décidé de partir. Et maintenant, il est obligé de rechercher Corviton et de payer plus cher. Voilà. Dommage. C'est dommage. Cette info, ça concerne la prochaine draft. Vous avez dû le voir, sinon je vous le rappelle, je vous le donne. C'est LaMelo Ball, le petit cadet de la famille star des Balls qui joue en Australie. Il s'est blessé et il va se retirer. Il doit être absent 4 semaines. Il doit être absent 4 semaines. C'est son agent qui a donné l'info. Son agent, il s'appelle Jermaine Jackson qui a donné l'info comme quoi Ball sera absent 4 semaines et il va donc profiter de ce temps pour se soigner et se préparer pour la draft. Alors on rappelle qu'il y a plusieurs rumeurs qui précisent comme quoi il pourrait même titiller le premier choix de la draft, le petit LaMelo Ball qui a fait quelques étincelles en ligue australienne. Vous avez dû voir quelques highlights circuler sur les réseaux. Donc voilà. Si tu voulais réagir, sinon j'enchaîne. Non, c'est bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on va rattaquer avec la suite du talk show. On va rattaquer les deux dossiers de cette soirée. On commence par les Rockets de Houston. Ensuite, ce sera Joel Embiid. Les amis, allez rester bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. Le dossier des Rockets de Houston est donc ouvert à Houston. Alors je ne sais pas pour vous, mais je pense vraiment que chaque année on a un dossier à Houston. Chaque année il y a un dossier à Houston qu'on ouvre. Hein, c'est vrai, hein, vous l'avez remarqué ça, non? Vous avez remarqué? Chaque année il y a un dossier à Houston. Qu'est-ce qui se passe? La sonnette d'alarme est tirée dans les vestiaires des Rockets de Houston et donc on va juste rappeler cette info suite à cette nouvelle défaite face donc c'était face aux Blazers, voilà. C'est face aux Blazers. Avant ça, ils avaient déjà perdu face aux Grizzlies de Memphis. Et ils avaient aussi perdu, il y a une troisième défaite dont j'ai oublié le nom de l'équipe contre le Thunder d'Oklahoma City. Voilà, le Thunder d'Oklahoma City, les Grizzlies et cette fois, c'est les Blazers de Portland. Malgré une belle performance de Russell Westbrook qui a terminé le match avec 31 points, 11 rebonds, 12 passes décisives. James Harden était dans un mauvais soir avec 13 points. Damian Lillard en face, c'était lui le MVP du match avec 25 points, 7 rebonds, 7 passes. Et les Blazers qui ont remporté le match, un score de 117-107. Désormais 5e de la conférence Ouest, les Rockets sont à 26 victoires pour 14 défaites, avec seulement une défaite de moins que les Mavericks de Dallas. Et suite à ce match, les joueurs et le coaching staff ont organisé un team meeting
dans les vestiaires dans le but d'identifier les mots actuels, les mots actuels dont il souffre. Alors on va écouter rapidement James Harden et ensuite on va attaquer, on va enchaîner et puis on va écouter Russell Westbrook aussi qui s'est exprimé. Restez bien connectés. On écoute James Harden. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Yeah, we got to figure a way through it. Tough one, but it doesn't get any easier for us. We got some tough opponents coming up, and we got to figure a way through it. You know what's at stake for you guys. It's about a championship this season. Is this a point where you guys have to kind of stick together and find a way out of this? We will. We will. I think everyone goes through tough times throughout the course of the year. For us, this is us. I mean, this is now, and you know, we got to come together and figure out what the problem is and go out there and try to fight through it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. My bad. Just creating consistency. That's it. You know what I'm saying? Just playing hard. X and O's don't really matter. Just playing hard, consistent on a night-in-night-out basis. What has to happen to kind of get this thing back right and get the mojo back for this team? Simple as that. Playing hard. Everything else is fall in line. Enough talent, enough experience. Know how to play the game. Just got to play hard every single night. Is that on the obviously the players, but the leaders, just to make sure you guys have it what you need What you mean? in terms of the consistency, the intensity, the effort every night? I know, but I'm saying, what's your question? Is that on the leaders? Is that on you? And, I and mean, James? yeah, I'll take the blame for sure. But I'm gonna bring my energy every night. I'm gonna do that. Which you did. So, but my job was to make sure the rest of the guys do it. Start with myself, and hopefully I can lead by example. The schedule is pretty tough these next 6 or 7 games. Does this feel like Mike was saying, you know, ships get rocked, but he knows you guys will right it? This is the case where you guys got to stick together and find a way through Absolutely. this. The real measurement of a man is where you stand during adversity. So we'll see, and that's I live for things like this, and I know the guys in the locker room are feeling the same way, and we just got to stay with it. Do you feel like this is kind of typical NBA adversity, or is this, you know, I don't know what typical NBA adversity, what does that mean? is this the kind of thing that teams go through at some point every season, or is this? I mean, I think there's times during the year where you have a few stretch of games where you're in a funk as a team. It's only obviously being in Houston my first year, so definitely know what it's like to kind of go through a funk. But like I said, the most important part is where you stand, where you guys go through adversity, and that's the most important thing. Thank you. Thank you. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Talk Show, nous sommes dans le débat. On a ouvert donc le dossier des Rockets de Houston. Vous avez entendu James Harden et Russell Westbrook s'exprimer au micro des médias après leur sortie des vestiaires. Alors, je ne sais pas si les deux joueurs se sont véritablement entendus pour parler de la même chose, mais lorsque les deux joueurs s'expriment, on a toujours du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors, ce qu'ils veulent dire, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais lorsqu'on rentre un peu dans le détail, on voit clairement que en termes de stratégie, la stratégie n'est clairement pas établie, n'est clairement pas évoquée. Vous allez prendre pour exemple la déclaration de Russell Westbrook. Russell Westbrook qui lui, il déclare qu'il prend pour lui la défaite de ce match. Missy, le doc, vous êtes là? Je vérifie la liaison. Le doc est là? D'accord. Donc Russell Westbrook qui lui prend sur lui la responsabilité de cette défaite face aux Blazers de Portland. Il a dit: j'en prends la responsabilité, mais j'amène mon énergie chaque soir, dont mon boulot est de faire en sorte que les autres fassent de même.
il a rajouté, il faut simplement jouer dur, il faut jouer de manière consistante chaque soir, le reste suivra. On a assez de talent et on a assez d'expérience. Alors, James Harden, lui aussi, s'est exprimé, mais son discours n'est pas différent de celui de son coéquipier. Il parle aussi de jouer ensemble, il parle de jouer plus dur. C'est toujours les mêmes expressions à peu de choses près qui reviennent dans la bouche des deux stars. Alors, je vais simplement reprendre aussi, puisque j'ai fait quelques recherches, je vais citer quelques extraits de l'article de Jonathan Feigen, qui travaille pour le Houston Chronicle, qui a notamment précisé que le mal des Rockets de Houston est beaucoup plus profond que ça. C'est pas uniquement lié au fait que il faille jouer plus dur ou alors qu'il faille jouer ensemble. C'est même la façon de jouer des Rockets qu'il faut revoir, hein, lorsqu'il prend les déclarations de Eric Gordon, par exemple. Eric Gordon qui a déclaré par exemple que, enfin, je reprends d'abord la déclaration de PJ Tucker qui dit: nous partons de zéro, nous l'avons montré à différents moments, à différents matchs et différentes situations. Nous avons toujours su trouver la solution. PJ Tucker qui a eu un très très mauvais match, hein, face aux Blazers de Portland. Son match était catastrophique. Je pense bien qu'il était, je reviens sur la feuille de stats de PJ Tucker en titulaire de ce match. En 30 minutes, temps de jeu, il a scoré 3 points. 3 points pour PJ Tucker, 1 sur 3 au tir, 1 sur 3 à 3 points. Vous me direz, c'est pas un tir à 3 points, mais PJ Tucker était à moins 7 en plus-minus sur ce match, pour revenir à lui. Et donc, je parlais du style de jeu des Rockets de Houston qui pose question, puisque je voulais revenir sur les déclarations de Eric Gordon que j'ai retrouvé dans l'article de Feigen, où il a déclaré: offensivement, nous ne sommes pas suffisamment fluides, nous ne bougeons pas lorsqu'il n'y a pas de ballon. Voilà. Bien sûr, nous sommes une grande équipe offensive, mais nous devons arriver au point où nous sommes imparables en attaque. Nous avons trop de moments où c'est la même chose à chaque fois. Nous avons des pistes et nous devons prendre ce que l'adversaire nous donne. Nous devons être cohérents dans notre jeu et en tant que joueur, être nous-mêmes. Donc voilà un peu ce qu'a déclaré Eric Gordon. Ça c'est assez particulier, enfin assez précis, parce que ça revient à un détail qu'avait abordé le Doc Wenpy lors du dernier talk show, où il parlait de la difficulté qu'a par exemple James Harden à jouer sans ballon. Alors c'est un véritable problème au Rockets de Houston, hein, le style de jeu qui pose véritablement problème. Ça c'est un point qu'il faut quand même mettre en évidence dans la première partie de ce talk show, de ce débat. Le style de jeu des Rockets pose question. La deuxième problématique des Rockets, c'est les blessures. Vous savez qu'ils avaient des joueurs qui sont blessés et qui ne sont pas en forme. Clint Capella, par exemple, il a une blessure au pied. PJ Tucker, je crois qu'il a une blessure au dos. Eric Gordon, lui aussi, il est pas à 100%. Donc deuxième problématique, on a la santé. Troisième problématique, c'est cette alchimie toujours douteuse entre James Harden et Russell Westbrook, qui ont un style de jeu, quand c'est moi le plus chaud, c'est moi qui joue, quand c'est toi le moins chaud, c'est toi qui fais la passe. Je prends un exemple simple pour le match face aux Blazers. Russell était à 30 points et James Harden à 13 points. Et quand James Harden est à 40 points, Russell il est à 15 points. Bon, il a une dizaine de points, une quinzaine de points, voilà. Une alchimie assez bizarre entre les deux stars. Il y a tellement de choses à dire sur les Rockets de Houston. Voilà, je lance l'intro de ce débat. Le Doc Wenpy, Missy d'abord. Missy, comment est-ce que tu t'exprimes sur les Rockets de Houston? On en avait déjà parlé, problème équipe, véritable problème équipe, oui. On l'avait dit dès le début de saison, on ne sait pas comment ça va marcher. C'est toujours le même problème qu'on a quelques mois plus tard. Sauf que dans toute chose, vous devez établir la hiérarchie. Même si demain vous jouez avec Cristiano, par exemple au football, vous jouez avec Cristiano et Messi en même temps.
il faut établir la hiérarchie. Toujours. Et dans les meilleures équipes de NBA, dans le passé, dans le présent, on a toujours établi la hiérarchie. Quand vous dites on n'a pas d'homme providentiel, comme les Celtics l'ont à peu près tout le temps fait, et tout le monde doit produire les efforts nécessaires. Et comme ça, votre équipe tournera. Quand vous dites dans la hiérarchie, nous avons tel joueur qui peut. Maintenant, je demande le responsable de tout ça un peu aussi, c'est Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, peut-être il croit que l'équipe va tourner comme ça tout seul. Moi j'ai l'impression qu'il n'a pas de solution, hein, Missy. Je te le dis clairement, j'ai pas l'impression, Mike D'Antoni, il n'a pas de solution. Hein. Il n'a pas la solution, mais va falloir qu'à un moment, il parvienne à faire jouer cette équipe. C'est là où on l'attend au tournant. On dit, regardez Greg Popovich, il a gagné des titres, il n'a pas toujours eu les équipes qu'il faut. Mais il faut venir en tant qu'entraîneur, imprimer votre style de jeu. Imprimer votre style de jeu. Le problème qu'a Houston, c'est qu'ils ont du mal à se trouver dans le jeu. Et cette saison régulière, ils ont un Gordon qui est un peu moins bon, qui revient de blessure. L'alchimie n'a pas vraiment pris entre l'équipe tout entière et les remplaçants. Il vous faut du bon. C'est pas problématique pour qu'ils aillent en play-off. Mais s'ils vont en play-off comme ils l'ont été l'année dernière, où ils ont vu les Warriors un petit peu, ils devaient ne voir que les Warriors en finale de conférence. Et c'est finalement en demi-finale de conférence qu'ils les voient. Il faut beaucoup plus que ça. Les équipes on voit beaucoup d'équipes aujourd'hui, les équipes se renforcent sur la base défensive. C'est maintenant, quand on dit toujours une chose, quand vous ne pouvez pas marquer, n'encaissez pas. Est-ce qu'on peut voir un éclairci avec les transferts, la date limite des transferts, peut-être qu'un nouveau joueur pourrait insuffler quelque chose de nouveau? C'est pas avec les transferts qu'on verra l'éclairci. Parce que lorsque vous prenez un joueur, vous devez le mettre au parfum. Robert Covington, par exemple, il voudrait vraiment l'avoir. C'est pas le problème que vous prenez quelqu'un, c'est qu'il doit maîtriser vos systèmes. Et il va pas venir, il y a un temps d'adaptation, il doit maîtriser votre système. C'est vrai que peut-être il sera pas mieux tout de suite. Pour rajouter des problèmes aux problèmes. Maintenant, ce qu'il y a, c'est comme dans toute équipe. Souvent, les équipes, elles oublient parce que, dites-vous bien qu'à l'heure où nous sommes là actuellement, la saison est bien lancée. Il n'y a pas d'entraînement. Saison régulière, beaucoup de voyages. Ils font de la vidéo, ils font plein d'autres choses pour tenter de maîtriser les systèmes et corriger jour après jour. Quand on sort d'un mauvais match, le lendemain on a un back-to-back. C'est pas le lendemain qu'on va faire un entraînement pour corriger vraiment. On va corriger ce qu'on peut grâce à l'énergie. En me disant que hier j'étais mauvais, aujourd'hui je vais essayer d'être pas très bon, mais un peu moins. En tout cas, vas-y vers la conclusion, on va faire la passe au doc, vas-y. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'ils ont besoin de retrouver déjà l'alchimie entre eux, de retrouver les choses simples. Tu ne peux pas me dire que James Harden et Westbrook ne sont pas capables de mettre Clint Capela dans des situations où il peut marquer beaucoup de points. Il faut trouver, faire des passes, faire des décalages, plutôt que de un jeu plus simple. Un jeu plus simple et une meilleure alchimie. Plutôt que de se dire on vit et meurt par le shoot à 3 points. Il faut trouver autre chose à faire sur un terrain. Faisons réagir le Doc ONP. Le Doc, comment tu réagis à cette alerte 2020, cette nouvelle alerte? Allô Houston, il se passe, nous avons un problème. Le Doc ONP. Oui, déjà
bien qu'ils en prennent conscience et qu'ils fassent une réunion, parce que c'est bien, parce que ça montre qu'il y a de l'exigence dans cette grande franchise. Il y a de l'exigence, il y a une envie de bien faire, parce que finalement, je regarde le classement. Ils sont à 2 victoires du deuxième. C'est-à-dire, bon, en NBA, on prend souvent sur les défaites, le classement. Mais ils sont à 2 défaites pareilles du deuxième qui est Denver. C'est-à-dire que, et c'est le même nombre que le troisième, que le quatrième. 2, parce que du quatrième, deuxième et troisième, ils sont au même nombre. Ça me rappelle un peu, vous avez suivi Kawhi Leonard, les Clippers sont pas contents de leur jeu. Hier, ces derniers temps, ils s'énervent contre les équipes parce qu'ils disent qu'ils se cherchent encore. Donc c'est bien, ce sont les équipes exigeantes. Parce que mine de rien, Houston est à 2 victoires du deuxième, mais ils tirent quand même la sonnette d'alarme. Ça c'est bien. Mais quelle panique peuvent-ils avoir en sachant que ils ont passé la moitié de cette première saison avec des blessés, quasiment les 3 quarts. Il n'y a jamais eu l'équipe type ensemble pendant plus de 2-3 matchs, je ne sais même pas. Et même quand il y a les back-to-back, voilà Russell Westbrook qui paye un peu le fruit de ses efforts depuis presque 10 ans. Il ne joue plus les back-to-back, on le repose. Parce que tout le monde a compris que vaut mieux garder les organismes prêts pour les playoffs. Mais quand tu joues plus, et quand votre deuxième meilleur joueur ne joue pas les back-to-back et qu'une partie de l'effectif est blessée, qu'est-ce que vous attendez quand vous jouez contre Memphis qui bat tout le monde à domicile actuellement? Qu'est-ce que vous attendez que le back-to-back où Harden a tout donné la veille avec d'autres, vous attendez de lui le lendemain de faire encore une grosse perte? Il ne peut pas. À la base, c'est un être humain. On a dit tout ce qu'il fait depuis là, c'est déjà surhumain. Il va le payer physiquement. L'année dernière, je suis même déjà étonné qu'il n'ait pas payé. Donc, à un moment donné, cette équipe, il va falloir qu'ils se disent, soit on choisit la santé de Westbrook pour les playoffs, et ça peut arriver qu'on finisse 4e, 3e, en sachant que leur peur, c'est de ne pas, comme Missy a dit, de ne plus tomber sur la plus lourde écurie en demi-finale, parce que s'ils finissent 4e ou 5e, ça peut être très chaud pour eux. Ça veut tout simplement dire que dès le premier tour, ils prennent le 4e ou le 5e. Qui sera forcément une grosse écurie entre Utah, Clippers, Dallas, voire Denver. Dès le premier tour, c'est assez dur. Et de toute façon, tout le monde est tellement fort là que même sortir 2e et tomber sur un OKC ou un Dallas, c'est 8e, c'est déjà un premier tour terrible. Donc, mais la demi-finale de conférence, l'année dernière, ils la payent parce que c'est trop tôt pour prendre les Warriors. D'habitude, ils les prennent en finale de conférence. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui commence à leur faire peur. Et après 2 défaites d'affilée, samedi prochain, c'est le gros match contre les Lakers. Ça peut faire une 3e défaite d'affilée et ça commence à faire trop dans ce type de franchise. Mais en soi, ils ne sont pas pires. Peut-être qu'ils auraient aimé mieux faire. Mais leur infirmerie, moi je le dis, Eric Gordon revient. Après, c'est bien de tirer cette sonnette sur le système de jeu. Quand il a dit on a des pistes, et tout le monde a des pistes sur ce qu'il faut, ce qui ne marche pas. La piste, c'est que c'est un jeu statique. Il dit que l'attaque n'est pas fluide. C'est un jeu arrêté. C'est-à-dire, Harden dribble, parfois pénètre, et fait une passe subite. Il y a même des gens qui sont surpris de recevoir la passe. Et même certains qui sont surpris quand la passe arrive vers eux parce qu'ils se disent « Ah, James va au cercle » ou bien James il va tirer. Après, il fait la passe subitement. Westbrook fait un peu plus vivre. Je disais en début de saison, Harden doit laisser cette main à Westbrook. Et comme Harden ne sait pas jouer sans ballon, c'est un énorme problème. Et que sans les points de Harden, ils ne peuvent rien. Jacques Monclar en parlait hier, le match contre Memphis, quand Harden est au terrain, il met 17 points en un quart-temps, sauf que dès qu'il s'assoit, il n'y a pas de Westbrook pour mener la cadence et garder l'équipe dans le match. Ils se font rattraper, voire dépasser. Donc, ce qui fait que il faut qu'ils revoient leur système. Je ne sais pas, on ne changera pas James Harden à l'heure actuelle. On ne le changera pas. Pas à son âge, pas après tant d'années. Maintenant, le reste de joueurs, dans un match, Harden n'est pas au terrain 48 minutes. Il est au terrain 37 minutes, 36 minutes.
il reste assez de temps là et assez de possession pour que ça fluidifie ce jeu, que PJ Tucker reprenne ses tirs dans les corners. Eric Gordon est revenu en l'absence de Westbrook, il a mis 20 points avant-hier, 24 même je pense, qu'il retrouve ses sensations. Ben McLemore tire à 3 points énormément. Hartenstein, leur pivot blanc là, il est plus efficace que je ne le croyais. Parce que pour l'instant, le vétéran, leur vétéran là, Chandler, lui aussi, il va entre l'infirmerie et le terrain. Denis n'est pas encore de retour. Austin Rivers, depuis son retour de blessure, c'est pas encore ça. Mais Ben McLemore et Eric House tirent à 3 points, plutôt pas mal. Ils ont l'effectif qu'il faut. Franchement, deux anciens MVP, un pivot qui est athlétique, qui est quand même reconnu, plus un bon... Mais non, c'est comme tu dis, Phil, c'est à eux de travailler dessus. Mais moi, j'ai pas de panique pour eux. Moi, personnellement, chaque année, on tire la sonnette. On a peur pour cette équipe, mais arriver en play-off, il n'y a que le plus fort qui les bat. Arriver en play-off, ils peuvent choquer contre le plus fort. Moi, Missy le répète seulement, il n'y a qu'une équipe qui va gagner le titre. Je n'attends même pas d'eux. Je sais qu'ils peuvent surprendre, mais peut-être qu'ils veulent plus. Mais pour les battre, Houston, je dis, ils peuvent tirer la sonnette à la main. Mettez-vous à la place des Clippers. Si les Clippers finissent 3e, par exemple, et que Houston est 6e, les Clippers vont pleurer aussi. Ils vont dire, ah non, on ne veut pas de ce premier tour. Personne ne veut affronter Houston aussi, autant que eux. Ils ont peur, mais aucune équipe, même les Lakers n'aimeraient pas tomber sur Houston au premier tour. Personne n'aimerait tomber sur eux. Donc, c'est bien qu'ils fassent ça, mais moi, j'ai pas trop de panique. Franchement, on va pas paniquer. Ok. Voir comment ça se passe. Ok, le Doc NP. On va pas paniquer, je vais rester sur cette fin optimiste du Doc. On va pas paniquer et on va rester optimiste pour la suite. On rappelle que le Doc l'a dit, ils sont toujours 5e. Ils sont pas descendus en dessous de la 8e place, donc bon, on va rester optimiste. Mais c'est vrai que ce jeu des Rockets pose question et c'est vrai que il fait jaser, il fait parler. On reviendra encore dessus. On va revenir sur les déclarations de Joel Embiid avec Missy. Joel Embiid, je reviens sur les déclarations de Jojo qui s'est exprimé suite au nouveau retour des légendes Shaquille O'Neal et Charles Barkley sur cette. Alors le problème que Charles Barkley et Shaq ils ont avec Joel, c'est qu'il tire beaucoup à 3 points. Voilà, il dit quand il tire à 3 points. C'est Charles Barkley qui dit, quand Joel Embiid tire à 3 points, je peux vous assurer que le défenseur se dit que c'est trop facile à défendre. C'est tellement débile de ne pas utiliser son pivot si on possède un joueur impossible à arrêter au poste. Alors ça va amener des prises à 2, donc des tirs à 3 points ouverts. Ou alors il va provoquer des fautes et je pense que les intérieurs actuels ne réfléchissent pas assez. Ils ne réfléchissent pas assez à cela. Joel Embiid répond dans The Players Tribune. Il a dit, Missy, tu m'entends? Joel Embiid qui a déclaré, il répond à Charles Barkley en disant, je sais que les fans veulent me voir marquer 35 points par match au poste. Je le sais, j'entends tout ça, mais on n'est plus en 1995. On est en 2020. Je n'ai que de l'amour. Alors, je termine. Il dit, Joel Embiid, il dit, on n'est plus en 95, on est en 2020. Je n'ai que de l'amour pour des légendes comme Charles Barkley ou Shaquille O'Neal, que je respecte quand ils parlent de mon jeu, mais je ne serai jamais un pivot traditionnel comme Shaquille O'Neal l'était dans les années 90. On ne peut plus aller au poste à chaque fois et scorer. C'est terminé ce style de basket. Le basket a évolué, il faut pouvoir s'écarter de la raquette et il faut marquer de partout. Et Shaquille O'Neal qui répond en disant que selon lui c'est complètement stupide de penser ainsi parce que il dit si les pivots comme Joel Embiid veulent dominer, ils le peuvent et ils peuvent le faire très facilement car le basket n'est plus aussi physique qu'avant. Les équipes ne jouent plus comme c'était dans le temps, avec beaucoup de fautes sur les pivots. Donc si un véritable pivot, comme moi je l'étais, débarque, ce sera comme au bon vieux temps, et les défenses seront obligées de s'adapter.
Moi, j'adorerais jouer en NBA en ce moment. J'y apporterais une dose de physique. Donc, avant de dire que Shaq ne peut plus jouer en NBA, je réponds que je joue déjà. Mon nom est Giannis Antetokounmpo. Voilà, il prend un exemple sur Giannis pour dire que Giannis est un parfait exemple de ce type de joueur qui joue sur ses forces. Et Joel Embiid qui a déclaré, il a répondu au Shaq en disant « Je ne travaille pas quotidiennement pour être le prochain Hakeem Olajuwon, il est unique. Je ne veux pas être comme Shaquille O'Neal, il est unique. Peu importe qu'on soit extérieur ou intérieur, il faut être complet dans cette ligue si on veut gagner. Il faut être imprévisible. Oui, j'ai idolâtré Hakeem Olajuwon, j'ai regardé des heures et des heures de ces vidéos. Mais quels sont les joueurs que j'aime observer aujourd'hui? Eh bien, ces joueurs sont Kevin Durant, James Harden, Stephen Curry, Chris Paul. Actuellement, c'est là que le basket est le plus intéressant. Donc, si je veux gagner le titre, je dois être un mélange d'Olajuwon, d'Allen Iverson et de Kobe Bryant. Voilà comment je me vois. Alors, on va commencer par laisser Missy s'exprimer et après le Doc ONP et je donnerai mon avis à la fin. C'est drôle. C'est drôle, Missy, on te laisse parler. Moi, j'ai toujours dit une chose, hein. Quelqu'un qui a le talent ne peut pas s'asseoir ni dormir avec son talent. Il ne peut pas non plus mourir avec son talent. Vous êtes là, le temps est limité, il sera peut-être là dans 10-15 ans. Dans 10-15 ans, il faut qu'on retienne de Joel Embiid qu'il a été là, il a impacté cette ligue et qu'il a laissé quelque chose. Les gens veulent venir jouer, veulent être sportifs quand ils le peuvent, tout le monde ne le peut pas. Quand ils le peuvent pour laisser une trace dans cette ligue. Les gens dont ils parlent, Shaquille O'Neal, Olajuwon, les autres Jordan, ils ont laissé une trace dans cette ligue. Les Kobe Bryant dont ils parlent tant, les Kobe Bryant, les Kevin Durant, pourquoi on les aime tant? Parce que eux, ils ont une chose. Pour atteindre les sommets, ils sont quoi? Ils ont été quoi? Kevin Durant est toujours là. Ce sont des bons copycats. Ils n'ont pas hésité à les piquer chez les aînés. Tout ce qui pouvait aider à améliorer leur jeu. Quand on voit Kobe jouer, quand on voit Kevin Durant jouer, on voit un peu de Larry Bird, on voit un peu de tout. Parce qu'aux États-Unis, les Américains ont cette forte identification au fait qu'ils se disent il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont été bons. Les Jordan eux-mêmes, ils allaient regarder chez les Dr. J, les Moïse Malone, pour récupérer des choses. Si vous récupérez des choses de basket, vous n'allez pas réinventer le jeu. Le jeu se poursuit. Le jeu se poursuit. Justement, les meilleurs, c'est ceux actuels qui savent aller prendre un peu chez les autres pour faire le show et jouer leur jeu. Maintenant, le problème qu'a Embiid avec ça, Embiid d'autant plus que lui, il a commencé le basket assez tardivement. Vous pouvez pas dire je ne veux pas que mon jeu ressemble à Olajuwon. J'espère bien que son jeu va ressembler à Olajuwon, mais aller encore plus loin que ce que Olajuwon a pu être. Parce que Olajuwon, une partie de son jeu vient de quoi? Une partie de son jeu, c'est améliorer énormément de tous ces training camps qu'il faisait l'été avec des joueurs comme Moïse Malone. On voit ces photos-là de Moïse Malone qui n'était pas au Houston Rockets, il était plutôt aux Sixers. Mais l'été, quand il se retrouvait avec Olajuwon et tout ça, ça jouait sévèrement au basket. Et on essayait de trouver les voies et les moyens d'améliorer son jeu. Maintenant, quand est-ce qu'il tire à 3 points? Joel Embiid est certes un peu mieux au tir à 3 points. Et les adversaires savent qu'il n'est pas fiable. Tout le temps. Le Joel Embiid au poste dans la raquette. Tenter de le stopper, c'est pas possible. Et en plus, soit il
marque le panier, soit il vous envoie à la faute. Il doit profiter de ça. Vous devez profiter de là où vous êtes le mieux. Maintenant, l'explication qu'il donne, elle est en contradiction avec lui-même, puisqu'il parle qu'il aimerait être un mélange de Kobe, d'Alain Iverson et de Holland. Il n'a cité aucun intérieur dans sa liste. Hein. Oui, mais il cite les Kevin Durant et autres qu'il est en train de citer. Eux, ils viennent d'où leur jeu? Ils viennent de tous ces gens-là qu'on nomme les Larry Bird et autres. Sauf que, comme le dit Shaquille O'Neal, vraiment, il a raison sur un aspect. C'est que du temps de Larry Bird, le jeu était beaucoup plus physique. Larry Bird, Magic, quand il y avait une confrontation, la grande époque des confrontations entre les Celtics et les Lakers, Larry Bird et Magic, pendant toute une soirée, c'est pas le jeu d'aujourd'hui, hein. L'intensité n'est pas la même. Vraiment, mais vraiment pas la même. Aujourd'hui, on se dit, bon, on peut fermer il n'y va pas par moment dans la raquette. Donc, les équipes adverses sont pas inquiets. Joël Embiid est bien placé. Un tir à 3 points dans l'axe, seul, ça marche plutôt bien. Mais un tir où il est pas dans l'axe, c'est pas dans toute partie du terrain que Joël Embiid va vous marquer un tir à 3 points. Il a ses propres zones qui sont bien identifiées. S'il pouvait marquer un tir dans toute zone du terrain, le débat n'aura même pas lieu. Le débat, il a lieu parce que on est en train d'expliquer que sa position préférentielle, là où il est quand même le mieux, c'est dans l'attaque du ça. Et ça, bon, aujourd'hui, bavardeux comme ça, il va falloir quand même qu'ils prennent ça en considération. Parce que quand vont venir les playoffs, les défenses vous font toujours modifier votre jeu. Et puis, je peux vous dire, il dit, je ne suis pas là pour scorer, pour cela. Mais quand il n'est pas là, soit il score moins, mais les Sixers sont systématiquement perdants. Je connais très peu de situations où j'ai vu les Sixers gagner sans un bon Joël Embiid. C'est encore ça qui les a perdus l'année dernière au playoff. On dit que les Raptors ont gagné le titre, mais face aux Sixers, ça va été en 7 matchs. Dans certains matchs, il y avait eu un très bon Joël Embiid. C'est pas les Raptors qui vont au final. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, le doc, tu es là? Le doc, tu es là? On t'entendait pas. Oui, le doc NP, tu vas enchaîner. Tu es là, hein, parce que je vérifie, j'ai pas l'intention. D'accord. On va enchaîner avec toi, le doc NP, mais je vais me permettre de réagir parce que pendant que Missy s'exprimait, j'avais quelques réflexions parce que moi j'essaye véritablement de lire un petit peu entre les lignes, lorsque je lis les déclarations de Joel Embiid. Il y a bien entendu la réponse de Missy parce que je suis en phase totale avec ce que Missy a dit lorsqu'elle déclare qu'il faut suivre les traces de ceux qui ont gagné. Il faut suivre les traces des meilleurs pour être meilleur. D'ailleurs, c'est ce que font tous ceux qui gagnent aujourd'hui. Ils suivent l'exemple des meilleurs. Hein. LeBron James n'a pas appris à gagner en regardant son nombril. Hein. Il observe comment font les autres, comment les autres franchises de l'histoire on fait et il fait pareil. Donc moi je suis en phase avec Missy, mais j'ai une réflexion comme ça que j'aimerais partager avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez et ça va un peu nourrir les déclarations du Doc ONP. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que derrière les déclarations de Joel Embiid, j'ai véritablement l'impression que Joel Embiid il en a un petit peu marre d'un aspect de sa carrière, c'est qu'on lui demande cette demande qu'il a tous les jours, on lui demande de scorer 35 et 40 points par match.
Moi, j'ai véritablement l'impression que c'est quelque chose qui lui pèse et que c'est quelque chose dont il en a. Je pense qu'il a véritablement marre de ça. Je pense aussi que Joel Embiid, au début de sa carrière, il a tellement travaillé cet aspect intérieur à la copycat d'Hakeem Olajuwon. D'ailleurs, il y a encore des vidéos qui circulent où on peut véritablement voir le succès